Sonia Fellouz, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, chère Sonia, au moment où on a pris rendez-vous, c'était pour évoquer un événement qui se trouve être déjà complet, mais heureusement, vous avez une bonne nouvelle. Alors, je voudrais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes historienne, que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que vous êtes, sans que ce soit réducteur, l'historienne du judaïsme tunisien? En tous les cas, vous en êtes l'une des grandes spécialistes. Je vous remercie. Non, je ne suis pas l'historienne, il y en a d'autres, et je suis spécialisée dans les périodes plutôt antiques et médiévales, oui. Mais je m'occupe surtout, en fait, de transmission. C'est mon métier. Du judaïsme tunisien. Du judaïsme tout court. Moi, je suis spécialiste de sciences religieuses et médiéviste, donc je travaillais plutôt en Occident chrétien, mais depuis 20 ans, j'ai entrepris de faire l'inventaire du patrimoine juif de Tunisie, pour des raisons personnelles d'abord, scientifiques ensuite, et donc dans ce cheminement vers mon passé, vers mon enfance, finalement, eh bien, je pense que j'ai érigé une sorte de modèle scientifique, en tout cas pour l'inventaire du patrimoine juif en Tunisie. J'espère qu'on va pouvoir s'en sortir un jour, parce que, comme vous savez, c'est de plus en plus difficile de travailler ici. Je sais. Vous l'expliquez bien, ce sont des thèmes que vous évoquez dans vos conférences et dans votre film, parce que c'est pour ça que vous êtes là ce matin, du TGM au TGV, une histoire tunisienne. Alors ça sera au Musée d'art et d'histoire du judaïsme le 22 septembre, mais c'est complet. C'est déjà complet, oui. Je voudrais parler plutôt peut-être du contenu du film. En attendant de pouvoir voir le film, vous allez nous dire où, on peut aller sur Academ. Il y a une interview magnifique avec des extraits du film. C'est un film très haut en couleur qui nous apprend plein de choses. Un film avec de l'émotion, un film avec de l'humour, un film avec des connaissances très approfondies. Et j'appuie sur le trait. On découvre un univers grâce à vous. Écoutez, j'espère, parce que ce que nous voulions d'abord, c'était une initiative du producteur qui voulait rendre hommage à ses parents et à leur expérience douloureuse. Oui, alors le producteur, c'est Ruggero Gabay. Non, le producteur, c'est Gilles Samama. Oui, c'est ça, pardon. Voilà. Et le réalisateur est Ruggero Gabay. Donc le réalisateur a quand même réalisé ce film magnifique. Bien sûr. Hein. Et moi, j'en suis l'auteur, puisque l'idée que j'ai eue, en fait, c'est de raconter l'histoire d'une transmission. Oui. Et surtout la douleur de l'exil, parce que c'est trop facile de parler de ces juifs tunisiens drôles, qui s'amusent de rien, qui sont toujours en train de kiffer, mais derrière tout ça, il y a une profonde douleur, un regret, une nostalgie, un sentiment d'arrachement auquel personne ne fait allusion directement, parce que les juifs tunisiens, comme je dis toujours, choisissent la vie et la transmission joyeuse. C'est c'est l'image qu'ils donnent quand même un petit peu. Mais c'est ce qu'ils sont. Mais ce sont des gens qui rient au lieu de pleurer, pleurent ensuite quand même, mais essayent en fait de prendre leur vie en main et de ne pas se laisser déborder par la douleur, parce que tout exil est porteur de douleur. Bien sûr, systématiquement, évidemment. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. Et c'est ce qu'on voit, j'allais dire, dans votre film, c'est ce qu'on voit. Et c'est si important de pouvoir l'exprimer aussi. Est-ce que c'est justement à cause de ces clichés que vous avez eu l'impulsion de faire ce film, l'envie ? Alors, le départ, c'était vraiment l'hommage aux parents de Gilles Samama. C'était l'idée de Gilles Samama. C'est quand il m'a apporté son projet, j'avais envie de montrer autre chose. J'avais envie de montrer ce qu'était cette culture que personne ne connaît. Une culture immense, très ancienne. Mais oui. Très... c'était l'une des communautés pratiquement les plus érudites du Maghreb, certainement, et du monde arabe aussi, avec des écoles rabbiniques qui ont vraiment éclairé leur temps, au Moyen-Âge notamment, avec une présence extrêmement ancienne, dont on est certain pour la période antique, mais peut-être aussi pour la période punique. Donc c'est vraiment 2000 ans, plus de 2000 ans d'existence continue, ce qui n'est pas souvent le cas en Occident chrétien. Bien sûr. Mais donc je voulais que les gens sachent qu'il n'y avait pas que cette espèce de gouaille, d'humour, parfois un peu lourd, et puis ce goût pour le quotidien, on vit carpe diem. C'est pas vrai. Les Tunisiens montrent ça parce qu'ils sont trop pudiques pour montrer le reste, d'abord, et parce qu'ils ont à cœur de transmettre
quelque chose de joyeux, j'ai envie de dire. Vous savez, il y a eu deux postures. On a eu cette catastrophe en Occident qui a été la Shoah et où les gens n'ont pas pu mettre de mots, tellement c'était horrible. Et on ne peut pas comparer, évidemment, les Juifs. Enfin, les Juifs tunisiens sont passés à ça. Ils sont passés à ça. Je me souviens des livres d'André Naoum. Absolument. Et des émissions que j'avais faites avec lui à l'époque. Il a fait partie de ces jeunes à qui on a demandé de commencer à construire des camps d'extermination. Et s'il n'y avait pas eu le débarquement, je n'ose imaginer. Mais mon père a été déporté à Bizerte. Voilà. Mon père a été déporté. Il m'a raconté combien ses camarades tombaient du typhus. Oui. Qu'ils dormaient assis tellement il n'y avait pas de place pour dormir dans les baraquements. Voilà. Tellement ils étaient par pièces. Il m'a raconté leur marche à Bizerte et la construction d'une route avec des cailloux et la construction du camp de la mort qui a interrompu. En effet, mon père a fait partie des rares qui ont pu s'échapper en tuant des soldats avec l'aide des soldats italiens d'ailleurs. Enfin, avec l'aide. Disons que il m'a expliqué que les soldats italiens avaient détourné la tête. Et donc, mon père a vécu des choses qu'il ne m'a révélées que quand j'avais une quarantaine d'années. Je n'étais même pas au courant. Donc le même syndrome. Le même syndrome. Et j'ai remarqué aussi que pour la Tunisie, en tout cas, ces jeunes qui aujourd'hui cherchent leurs racines, sont en quête et même retournent, sont souvent des gens auxquels les gens n'ont pas parlé, les parents n'ont pas parlé. C'est ce silence-là qui génère une quête identitaire extrême, j'ai envie de dire, puisque ça va jusqu'à retourner vivre en Tunisie. Alors que quand il y a eu la parole, ce qui a été quand même plutôt la majeure partie du temps le cas auprès des Juifs de Tunisie, il y a eu la parole, il y a eu les grands-parents, il y a eu les mots, il y a eu les choses transmises. Alors disons qu'il y a un rapport plus apaisé, même s'il est toujours un peu nostalgique et souffrant, mais plus apaisé quand même, parce que les mots quand même permettent de comprendre ce qu'il se passe un peu. Oui. Alors, du TGV au TGM, c'est quand même un titre... du TGM au TGV, pardon. C'est un titre en couleur. Le TGM, c'était ce petit train Tunis-Goulette-Marsa, donc qui reliait ces trois lieux emblématiques de la culture juive tunisienne, et ces lieux étaient un symbole de douceur de vivre. Exactement. Oui, parce qu'en fait, c'est le petit train qu'on a emprunté surtout entre juin et octobre, le moment où on arrêtait l'école et le moment où on reprenait l'école. Alors évidemment, c'est axé autour de Tunis. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi Nablus, Sfax, Sousse. Bien sûr. Mais Tunis, si vous voulez, le TGM, c'est vraiment emblématique de ce qu'était cette douceur de vivre où on allait pour 3 mois à la plage, où il y avait la journée continue qui commençait à 7h du matin, qui s'arrêtait à 14h pour nos parents, ou même à 13h, je crois. Et donc, des journées au bord de la mer, de Farnienne tout presque, où les gens étaient juste assis dans la rue, discutaient, se retrouvaient, et où il y avait des communautés très fusionnelles, des familles très soudées qui vivaient dans les mêmes rues. Et c'est un peu cette douceur de vivre et cette cohésion familiale que l'exil est venu fracasser, en quelque sorte. Bien sûr. Pratiquement du jour au lendemain. Et c'est là la douleur, en fait, la plus forte. Et j'imagine que pour tous les exilés du monde, c'est pour ça que ce film parle, en effet, de l'exil des Juifs de Tunisie, mais je crois qu'il parle surtout de l'exil d'une manière plus générale. On pourrait appliquer cette formule-là, peut-être à tous les exils. Je me suis demandé qui avait trouvé le titre. Parce que c'est un titre très fort. Je me demande si ce n'est pas le réalisateur, Ruggiero Gabba. Il me semble que c'est l'équipe italienne. D'accord. Il me semble. Mais il existe toujours, ce train ? Bien sûr. Alors, beaucoup moins amusant qu'avant. C'était un espèce de truc en bois à l'ancienne, comme les anciens trams, vous voyez. Maintenant, c'est plutôt des wagons un peu plus modernes, mais à peine, puisqu'il n'a pas évolué depuis mon départ de Tunisie, ce qui fait 50 ans à peu près. Mais il existe toujours, puisque je le prends régulièrement. Vous l'aviez pris à l'école, n'importe quoi. À l'époque, quand vous étiez petite ? Alors, quand j'étais petite, c'est plutôt mes parents qui le prenaient. Oui. Moi, je l'avais pris avec ma grand-mère, je me souviens, pour aller chez le médecin pendant les vacances. J'avais une rage de dents, et il a fallu le prendre pour retourner à Tunis pendant qu'on était en vacances, mais je le prends régulièrement maintenant, puisque régulièrement quand je travaille à Tunis, je reviens parfois en TGM pour rejoindre la Marsa où j'habite souvent, parce que Tunis, c'est pas tellement agréable d'y vivre maintenant, et je préfère habiter à la Marsa quand je travaille à Tunis. Bien sûr. Vous travaillez souvent ?
là-bas? Écoutez, jusqu'à avant le Covid, je descendais 2-3 fois par an pour 2 semaines, 3 semaines. Oui. Parfois 5 fois par an, ça dépendait des autorisations que j'avais pour travailler. Depuis le Covid, j'y vais moins. Enfin, j'y suis moins allée parce que finalement, on a fait ce film et j'ai organisé mes recherches. J'ai commencé à construire une base de données. J'ai commencé finalement à préparer toutes mes recherches à la publication. Mais je dois y retourner incessamment sous peu, justement pour continuer cet inventaire. Parce que tout le temps qu'on passe en n'y allant pas, ce sont des objets, ce sont des manuscrits, ce sont des choses qui disparaissent, qui se perdent. Pourquoi qui disparaissent? Parce que on n'en prend pas soin là-bas. On ne peut pas. Il y a trop peu de monde pour s'en occuper. Il y a ce jeune Moshe Uzan qui est un peu le gardien du temple, comme on l'a appelé dans Stéthune, grâce à Myriam Levin, mais qui fait tout ce qu'il peut, mais il travaille par ailleurs. Il a des charges professionnelles lourdes. Et donc, il ne peut pas tout faire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de volontaires. Donc, ce que j'organise en général, c'est des missions avec des volontaires. Et on va sur place, on nettoie les manuscrits, on trie, on essaie de tout photographier et on essaye au moins de garder la mémoire virtuelle de ce qu'il y avait. Et moi, j'ai constaté à plusieurs reprises que d'une fois sur deux, eh bien, les choses que j'avais triées au voyage antérieur et j'avais bien ordonné, je ne les retrouvais pas au voyage suivant. Oh là là. Donc il y a vraiment urgence en la demeure. Alors l'urgence, elle se définit par quoi en fait ? De quoi auriez-vous besoin pour pouvoir sauver ces documents ? Alors j'ai besoin d'argent avant toute chose, c'est-à-dire de quoi payer au moins le séjour de gens qui viennent m'accompagner. Oui. Les volontaires, en général, sont prêts à payer leur voyage. Oui. Parfois même leur hôtel. Mais il faut quand même l'infrastructure. Et puis, il nous faut du matériel. Et il nous faut des scans, et il nous faut des photocopies. C'est ça. Et il nous faut des appareils photo. Et il faut qu'on puisse faire des allers-retours. Il faut qu'on puisse avoir une voiture sur place pour pouvoir passer de Tunis à Sousse, à Sfax. La dernière fois que j'ai fait ça avec un groupe de volontaires de Marseille, on a fait l'inventaire de la synagogue de Mahdia, et on a commencé celui de Moknine, et on est allé voir l'état de Sfax. Moi, j'avais par ailleurs, avec des volontaires, des étudiants tunisiens volontaires sur place, commencé à faire l'inventaire de la synagogue de Sfax. Et les autorités tunisiennes vous laissent faire ce travail ? À dire vrai, on a 2 barrières à franchir. Les autorités d'abord juives, qui n'ont pas toujours confiance, qui ont peur qu'on les pille, qui en ont vu passer des vertes et des pas mûres. Ah oui ? Évidemment, quand il y a des objets rituels dans une synagogue, il y a des voleurs, des pilleurs qui mettent ça sur le marché, ou il y a même des visiteurs qui se croient permis d'emporter des choses. Et ça serait pas... Enfin, je veux dire, si ces gens-là les remettaient, disons, à un musée ou à une association, mais non, en général, ils les gardent, donc c'est perdu. Et donc, il y a urgence de faire l'inventaire, d'abord, de leur donner ensuite, et ensuite de préserver ce qu'on a nettoyé et photographié, c'est-à-dire des rangements. On a besoin d'argent pour acheter des boîtes, pour acheter des gommes, pour acheter des choses qui sont... Il y a des manuscrits, n'oubliez pas. Oui, bien sûr. Il y a des livres anciens, il y a des manuscrits, il y a des objets, des rafatsim, il y a parfois des coffrets à Torah qu'on n'a même pas dans les musées. Peint à la main, c'est de l'artisanat populaire ou de l'artisanat un peu moins populaire d'ailleurs, presque de l'art. Et ce sont des objets qui sont abandonnés dans des synagogues abandonnées. Que moi j'ai vu, et donc je n'ai pas beaucoup parlé, parce que je ne donne pas les noms des synagogues pour éviter qu'on les pille, mais vous avez raison. Je ne peux pas les ramener sur mon dos, je n'ai pas l'autorité pour le faire. Et si je devais le faire, je devrais le faire avec quelqu'un de la communauté, un responsable qui saurait d'où vient l'objet, parce qu'il faut raconter l'histoire des objets. Si on ne sait pas que tel objet a été produit à Sousse ou à Sfax, on ne comprend pas son histoire. Parce que l'art des Juifs du Sud n'est pas celui des Juifs du Nord de la Tunisie. Ah oui. L'art des communautés Touensa n'est pas celui des communautés Graines, influencées par l'Italie. Il y a des choses que les gens ne savent pas. C'est la raison pour laquelle il y a besoin d'un spécialiste un peu pour bien sûr. Tout ça. Et vous en êtes une. Alors, justement, le temps passe très vite. Une dernière question. Est-ce que la culture juive tunisienne a un avenir en France ? Je crois que ça commence.
Hein, je vois cet éveil, cet intérêt, vraiment c'est une nouveauté. Hein. Moi j'avais jamais vu ça. Pourtant, oui, moi non plus. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, j'ai commencé, je ne sais pas, je pense que la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, créée par Claude Nataf, a été un moteur. Et je crois que ça commence seulement. Il y a des choses absolument inimaginables aux gens qui croient que les Juifs de Tunisie, c'est la boutargue et la bocha. Il y a des textes. C'est un peu ça aussi, mais très loin d'être seulement ça. Et ça, on le sait grâce à vous. C'est ça parce que c'est la joie de vivre des Tunisiens et puis l'attachement à la terre en quelque sorte. Mais il y a non seulement en France, mais n'oubliez pas un engouement identique en Israël. Ça, c'est très nouveau. Bien sûr. Quand je suis arrivée en Israël pour le congrès des études juives, là, au mois d'août, le 18e congrès, la première chose qu'on m'a demandé, c'est où j'en étais de l'inventaire en Tunisie. Et je parle de gens qui s'intéressent habituellement plutôt à l'art d'Europe de l'Est, à la Russie, à la Pologne, etc. Et qui, là, me pressent pratiquement de leur confier mes travaux. Ça fait plaisir, c'est bien. Oui, ça fait plaisir. Alors maintenant, on va terminer sur une bonne nouvelle, c'est que, le Mage, c'est complet. Donc on oublie, mais où est-ce qu'on va pouvoir voir ce film du TGM au TGV ? Alors, ce TGM au TGV, une histoire tunisienne en sous-titre, sera visible sur les écrans à Paris, j'espère. Nous sommes en pourparlers avec le Balzac, mais il va passer une semaine. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le prix des places faudra payer, évidemment, et ça sera pas les prix du Mage, parce qu'on ne pourra pas louer la salle. Ce sera le prix d'une place de cinéma. Peut-être un peu plus, 15 €, je pense. Oui, ça vaut le coup. Hein. Voilà, pour pouvoir Moi, j'ai vu le film, ça vaut la peine, vraiment. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, j'espère. 5 jours à Paris, et ensuite, on va commencer la province, quand même, parce qu'on a des demandes à Nice, à Marseille. Bien sûr. Même le Canada demande que le film passe là-bas. J'allais vous en parler, parce qu'il y a une communauté au Canada aussi. On a reçu une demande, et bien sûr en Israël, où tout le monde réclame. Et j'ai même discuté avec le musée de la diaspora, donc ce qui s'appelle maintenant Anou, je crois, il a changé de nom. Anou. Et on parle d'une projection là-bas, on va discuter de la fabrication des sous-titres en hébreu, en anglais avec le producteur, dès qu'on se verra ce soir même, d'ailleurs. Eh bien, chère Sonia Fellouz, bravo pour votre énergie, pour cette mémoire que vous portez et que vous nous apportez. Et sachez que vous êtes toujours la bienvenue sur Radio J. Tenez-nous au courant de votre actualité. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.